Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous tenir debout pour accueillir sous vos ovations et acclamations nourries Son Excellence, la très honorable Julie Payet, gouverneur général du Canada et sa délégation. On applaudit pendant qu'elle salue les chefs traditionnels et les officiels. Avec elle, nous avons Monsieur le ministre Albert Mathieu. Madame la très honorable gouverneure du Canada, c'est un réel plaisir pour toute la communauté de l'Institut national polytechnique et Victime INPHP et des lycées de Yamoussoukro de vous accueillir à l'occasion de votre visite en Côte d'Ivoire. Notre institut est constitué d'une si grande école de spécialité, d'une école d'encourage et des classes préparatoires assure la formation d'ingénieurs, de management de technicien supérieur dans les domaines de l'agronomie, de l'industrie, des travaux publics, du commerce et de l'administration des entreprises, des mines et de la géologie. Ce dispositif vient de compléter par la création d'une école de géologie, une école de pilotage et une école de formation et Merci à Monsieur le directeur général de cet institut pour son mot de bienvenue, à l'attention de sa très honorable Julie Payet, gouverneure générale du Canada. C'est encore un plaisir renouvelé de vous retrouver parmi nous, et ça fait 2 fois en moins d'une semaine. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur est encore là. Premier responsable de l'enseignement supérieur, Monsieur le ministre, à vous le micro pour votre message. Pilote et astronaute. En outre, nous avons obtenu une distinction honorifique de nombreuses universités à travers le monde. En votre qualité d'astronaute, vous êtes la 2e femme canadienne à vous être rendue dans l'espace. Aujourd'hui, par votre stature, vous faites partie des personnalités les plus influentes dans le monde. Un modèle pour la femme et pour la jeune fille en particulier. Quelle chance pour nous que nous avons cet après-midi, Madame le gouverneur général du Canada. Elle était attendue. Elle est là. Ingénieure, elle est. Femme de science, elle est. Mais en plus, elle a flirté avec les étoiles. Elle est allée au-delà. Parce qu'elle astronaute, elle est. Je voudrais, mesdames et messieurs, ici et maintenant, inviter sa très honorable Julie Payet, ici, pour son message. Nous partons pour le Nigeria, Lagos, le pays le plus populaire d'Afrique. Vous pensez qu'il n'y a rien en commun entre le Canada et la Côte d'Ivoire? Hein? Le Canada, il neige, il hiver. Détrompez-vous, il fait chaud l'été et on se met dans les lacs. Ici, bien entendu, c'est la plage, il y a le soleil, il fait chaud, il y a les cocotiers, les bananas. Donc les meilleurs membres au monde sont faits ici. En tout cas, moi j'ai découvert le meilleur café venait de Côte d'Ivoire, commercialisé, c'est extraordinaire. Mais en fait, nous avons beaucoup en commun. Nous avons des forêts, des lacs, des montagnes. La montagne, voilà. Au Canada, nous avons aussi des reliefs incroyables, aussi les Rocheuses, avec un lac glaciaire. Nous parlons français. Et au Canada, nous parlons français et anglais. Nous avons des choses en commun. Vous avez reçu l'année dernière les Jeux de la francophonie, nous les recevrons en 2021 dans la belle province du Nouveau-Brunswick. Le Canada vient participer. Vous avez cette richesse en votre jeunesse et vous croyez dans l'importance de l'éducation et l'éducation pour tous. Nous aussi, nous avons encore des liens familiaux, nous avons des valeurs que nous partageons, des valeurs de famille et des valeurs d'avancer. On veut le meilleur pour nos enfants, pour nos communautés et pour leur avenir. Passez-moi au retour de l'espace il y a 10 ans avec mon petit garçon qui, à ce moment-là, avait 6 ans. Nous avons en commun un amour de la culture, de la bonne humeur, on aime le sport. D'ailleurs, je vous félicite. Au jeu vidéo, vous avez gagné votre première médaille d'or
en taekwondo, avec Chexi, et aussi du médaillon, Nanamou. Mais, je me disais, oui, mais vous, le Canada, vous n'avez pas gagné le médaille en taekwondo, ça sent bien, on travaille. Cependant, on a quelque chose en commun, surtout entre Montréal et la Côte d'Ivoire, Abidjan, et cette personne en commun, c'est cette personne-là. Ok, vous connaissez, je vais dire son nom. BMO, by the way, c'est le Vivant de Montréal. Ok, nous avons aussi à faire face à des enjeux globaux, des enjeux de sécurité, des enjeux de migration, des enjeux de pauvreté. Nos problèmes, puisque la planète se réchauffe plus vite dans les latitudes nord qu'elle se réchauffe dans les latitudes équatoriales. Au Canada, dans le Grand Nord, on utilise le pergélisol, le sol qui est toujours gelé en perpétuité toute l'année, pour atterrir, pour pouvoir approvisionner nos communautés, pouvoir les relier l'une entre elles. Et la fonte de ce pergélisol pourrait avoir des conséquences importantes. C'est la raison pour laquelle on conduit des recherches aujourd'hui pour préparer et mitiger ce qui arrivera plus tard. Vous devez, la Côte d'Ivoire, j'en suis sûre, faire la même chose. Vous pensez que seulement lui est en danger? Mais en fait, nous tous devons nous adapter à ce changement et à ces grands enjeux. Globalement, on doit trouver des solutions. Seuls, nous ne pouvons faire que de toutes petites différences qui ne font pas la différence. D'ailleurs, les changements climatiques et les différences, on les note dans l'espace depuis des décennies. Ici, un lac que vous connaissez peut-être, qui n'est pas très loin d'ici, il s'appelle le lac Tchad. Nous l'observons dans l'espace depuis des décennies, depuis l'émission Gemini, et le voici en haut, dans une mission Apollo dans les années 60, et en bas, à travers 3 images prises en 82, 92 et 2000 à bord de la navette spatiale. Et on voit que le lac s'est rétréci, je ne sais pas si je... Le lac s'est rétréci en un simple point d'eau pour diverses raisons, mais une de ces raisons étant l'utilisation de l'eau par les humains et les changements climatiques. Alors, dans la source se trouvent les morceaux de la construction de la station spatiale. Personnellement, j'ai été très privilégiée. Je suis arrivée pour la première fois en 1999, alors que la station était toute neuve, seulement 2 modules, et qu'il n'y avait encore personne à bord. Ces 2 modules avaient été mis ensemble dans l'espace quelques semaines auparavant. Le module supérieur est un module américain qu'on appelle Unity, et le module inférieur est un module russe qui s'appelle Zarya, qui veut dire l'eau, le lever du soleil. Ces 2 modules avaient été conçus dans 2 pays différents, par 2 nations différentes, et en plus, sous des systèmes de mesure différents, parce que, comme vous savez, en Amérique, on utilise encore le système impérial, alors qu'en Russie, on utilise comme ici, le système électrique. Et pourtant, on a réussi à impliquer ces 2 morceaux dans l'espace. L'endroit, l'environnement le plus inhospitalier possible. Là où il n'y a pas d'air, là où il n'y a pas de pression, là où les températures sont extrêmes, et là où on ne peut pas vivre à notre monde. Et on a continué, et continué, et continué. Et au bout de 135 missions, à bord de différents types de vaisseaux spatiaux, japonais, américains, russes, européens, et avec l'aide du bras canadien, nous avons construit la Station spatiale internationale qui, aujourd'hui encore, gravite autour de la Terre avec des personnes à bord. Nous avons une présence humaine dans l'espace, à l'extérieur de l'atmosphère terrestre depuis le mois de novembre de l'an 2000. À bord, présentement, 3 personnes. Pas assez simple, on a eu un petit problème avec les fusées il y a quelques semaines. Alors il y a les 2 derrière qui ne sont pas rendus. Par chance, nous avions des bonnes mesures d'urgence et des excellentes procédures que nous avons bien pratiquées. Et les 2 qui sont derrière sont revenus sur Terre sains et saufs dans une capsule en mode balistique en retour d'urgence. À bord se trouve l'américaine à gauche, Sarah Honnold, l'allemand,
Alexander Kursk au centre, et le russe, Nikolai Petrov, c'est la fois que je le dise. Prokofiev, voilà, excusez-moi. Ils sont à bord, tous les trois, et ils attendent leur équipage de relève qui devrait arriver en décembre cette année, et il y aura un Canadien à bord de cet équipage de relève. À bord de la station, ce n'est pas grand luxe. C'est un petit peu exigu, parce que nous devons monter à bord tout ce qu'il nous faut pour vivre. De l'air, de l'oxygène, de la nourriture, de l'eau, nos vêtements, les livres de chevet, les expériences scientifiques, les ordinateurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on entrepose beaucoup. Aussi d'ailleurs, l'intérieur de Zarya, que vous avez vu lorsque je vous ai montré la première photo que nous avions prise de la station spatiale. Et à l'intérieur, on y travaille comme dans le laboratoire normal. Vous voyez ici, Ed Lou. Ah, Ed. Est-ce qu'il est en endroit ou à l'envers? Il est à l'envers? Ok, je vais le mettre à l'endroit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. En apesanteur, vous pouvez passer votre séjour dans l'espace au plafond, la tête en bas, et il n'y a aucune différence parce que le vecteur de gravité ne tire pas votre sang vers votre tête. Donc, en haut, en bas, de côté, tout va bien. Mais aussi d'ailleurs avec mon collègue canadien, Bob Kursk, c'était la première fois et la seule pour l'instant où deux Canadiens se retrouvent dans l'espace en même temps. Il n'est qu'une question de temps. Il y a des Ivoiriens dans l'espace, j'espère que peut-être ce sera un jour. La planète Terre, et ça a à voir avec des températures tempérées et de l'eau liquide. Et ce concept de vie que nous comprenons, qui est carbone, oxygène, azote. On pense là présentement, parce que c'est la seule marque de vie qu'on connaît, la seule qu'on peut utiliser, on pense que les autres vies seraient comme la nôtre, carbone, oxygène, azote, mais peut-être qu'on se trompe, on ne sait pas. Est-ce qu'une planète à la même distance d'un autre soleil que la nôtre va avoir les mêmes caractéristiques? Ça dépend de la grosseur de la planète, ça dépend aussi de la grosseur et de la luminosité, de la chaleur de l'étoile. Notre étoile est une petite étoile, pas trop, moyenne, mais la majorité des étoiles sont beaucoup plus grosses que la nôtre et donc on va avoir des effets différents à divers degrés. Regardez, c'est une science qui est en plein développement. Et pour ce qui est de déplacer une planète, on a de la difficulté à aller de la Terre à Mars. Alors, imaginez, on va de déplacer Mars vers la Terre. Merci. Et l'Agence spatiale canadienne, quand elle recrute, elle demande aux candidats d'avoir 5 caractéristiques. Ils doivent être citoyens canadiens. De l'Agence spatiale canadienne et des applications de l'Agence spatiale ivoirienne, monsieur le ministre, qui s'en vient. Ou, canadien, il faut avoir un diplôme scientifique. Il faut avoir une capacité de communiquer sur la radio, avec des collègues, avec des gens. Il faut avoir un dossier médical avec très peu de choses que les médecins n'aiment pas, pour pouvoir postuler. Et en tout dernier lieu, il demande de démontrer que nous sommes des joueurs d'équipe, travaillons avec les autres. Nous sommes prêts à sacrifier notre petit agenda pour le bien de la mission commune. Merci. Bonsoir madame. Je suis Laurent Louko Diango, étudiant en management et relation. Nous étudiants, on veut réaliser nos rêves et on n'a pas de moyens à notre disposition pour les faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, madame? Si vous êtes intelligent, vous êtes clairement pour être dans cet institut. Et si vous mettez de l'effort, il y a des moyens. Il y a des voies qui sont plus difficiles que d'autres, mais personnellement, quand j'ai raconté cette histoire, je suis désolée, la délégation canadienne, je l'arrêtais. Quand j'étais petite, j'avais 9 ans, je regardais l'émission Apollo aller vers la Lune. Ces gens-là étaient des Américains. J'étais une Canadienne, il n'y avait pas de programme spatial canadien à ce moment-là. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. 2, ils
c'était des garçons, j'étais une fille. 3, ils étaient pilotes, militaires, chevronnés. Personne dans ma famille n'a jamais mis les pieds dans un avion, y compris moi. Et ces gens-là parlaient cette langue que je ne parlais pas, qui s'appelait l'anglais, que j'ai apprise par la suite. Donc, au début des années 70, lorsque je rêvais de monter à bord d'une fusée, de revenir dans la capsule en parachute, c'était un peu farfelu. Et on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est travailler sur sa compétence, travailler sur soi-même, se donner le plus beau cadeau possible dans la vie. À partir d'une éducation. Parce qu'avec une éducation, on peut déplacer les montagnes et tout est possible. Bonne chance. J'aimerais savoir la pression-attitude qu'il y a dans une fusée parce qu'on a pris en aviation. Quand c'est une attitude, on adopte une attitude, une pression-attitude dans l'avion. Est-ce que c'est la même pression-attitude dans la fusée ou l'autre pression-attitude? Merci. Merci pour la question. Dans un avion, l'avion n'est pas complètement pressurisé et il perd un peu de pression plus il monte dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'il maintienne quelque chose qui est bon pour les passagers et les pilotes. À bord d'une navette spatiale, d'une fusée, d'une station spatiale, le vaisseau est complètement hermétique. D'ailleurs, si on perdait la pression, donc on reste à une pression de 1 atmosphère, ou 14,7 grammes de square-inch, ou 660 mg de mercure, on garde la même pression sur Terre exactement. Quand on va dans un scaphandre, on descend cette pression pour pouvoir manipuler le scaphandre, on revient dans la cabine et c'est à 1 atmosphère, la pression normale qu'on a dans cette pièce. Et la raison, c'est qu'on ne peut pas se permettre de perdre une seule goutte d'air. Il y a 3 choses qui ne font vraiment pas dans une station spatiale. Le feu, l'air qui s'enfuit, ou la menace d'une explosion avec des choses toxiques. Tout le reste, ça gère. Merci, madame. Merci à tous. Bonne chance dans vos études. Au revoir.